Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci donc à Marc-Olivier Baruch de nous rejoindre pour cette conférence. Merci donc aux personnes qui sont présentes dans la salle. Merci aux très nombreuses personnes qui sont connectées à distance. C'est donc une conférence organisée par l'intersyndicale CGT, CFDT, UNSA de l'administration centrale des ministères de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Voilà, donc je vais laisser d'abord Sylvie Bichère de la CGT. Je vais laisser Jeannette Couta donc introduire d'abord sur la raison de cette intersyndicale et de cette conférence. Ce sera rapidement complété par Thierry Catlan de l'UNSA, l'administration centrale, et on laissera donc Fabienne Federini introduire notre invité, et on lui laissera évidemment la parole puisque c'est tout le sens de cette conférence. Merci Sylvie. Je me joins au remerciement Monsieur Baruch là de ma collègue de la CGT d'avoir accepté cette invitation dans un moment qui est, me semble-t-il, un moment historique. Vous nous en parlerez. C'est vraiment pas galvaudé de dire que c'est un moment historique parce que l'on l'hypothèse d'une arrivée au pouvoir de l'extrême droite, et je pense que votre présence aura aussi pour intérêt de nous dire ce que c'est que l'extrême droite, parce que je crois qu'on est dans une période de grande confusion où on renvoie, soi-disant, les extrêmes entre eux, comme si on avait un petit peu oublié d'où nous venons, une partie de l'histoire de ce pays, qui n'est quand même pas, même si nous sommes ici nombreux à pas, et heureusement, à avoir vécu directement cette histoire. Nous avons dans nos parcours de famille des personnes qui ont été confrontées à cette histoire et qui savent, eux, ce que c'est que le régime de l'extrême droite a pu produire. Donc, moment de confusion où on a sans doute besoin plus que jamais qu'on remette un petit peu les choses à leur juste place et donner aux collègues qui sont comme nous, finalement, dans une période, dans un trouble assez important. Nous, en tant que syndicat, on a des collègues au sein de nos administrations qui nous ont contactés, y compris au niveau de la haute fonction publique, qui se posent des questions de l'impact que sera pour nous tous, collectivement, le travail au quotidien, si jamais le 7 juillet prochain, on avait la confirmation d'un vote majoritaire des élus du RN, et donc possibilité d'avoir un gouvernement pour la première fois depuis donc la Seconde Guerre mondiale, d'un gouvernement d'extrême droite, ce que peut-être autour de cette table, personne ne pensait le vivre avant peut-être des siècles. Voilà, donc nous sommes dans ce moment historique. Les collègues sont nombreux à être connectés parce que sans doute chacun est conscient de la gravité du moment. Voilà. Votre intervention va donc être intéressante parce que sans doute pour refaire un point historique de ce que a été ce régime d'extrême droite au pouvoir, ce que ça a pu produire et comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, nous, dans ce contexte-là, comprendre ce qui pourrait se jouer pour nous dans les semaines et les mois à venir si malheureusement l'hypothèse que nous redoutons tous venait à se produire. Je salue les collègues de la CGT qui ont eu l'initiative de cette intersyndicale. Bon voilà, et donc pour la CFDT, il n'y avait aucun doute qu'il fallait qu'on y soit, parce que je pense que les collègues, c'est aussi ça qu'ils attendent, qu'on sache dépasser nos clivages syndicaux qui sont réels, tout comme les clivages politiques sont réels, mais je pense que le moment impose que chacun dépasse son propre périmètre pour aller sur un intérêt qui est beaucoup plus général, qui est finalement comment est-ce qu'on va continuer dans ce pays à continuer à vivre ensemble et à construire ensemble l'avenir de la France. Je laisse la parole à Thierry Catlan de l'UNSA. Oui, donc bonjour à tous. Donc effectivement, pour l'UNSA, c'est important d'être là parce qu'en plus, moi je suis issu d'une administration qui a été particulièrement touchée par l'instrumentalisation que le régime de Vichy a fait de l'éducation populaire. Et c'est un peu avant que les choses se sont jouées, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte que des pouvoirs totalitaires s'installent par la voie démocratique, il y a bien des gens qui ont oublié que Hitler était arrivé au pouvoir par la voie démocratique et non par la force, contrairement à ce qu'on raconte certains. On voit bien quels sont les enjeux une fois que ces gens-là détiennent la légitimité du pouvoir.
comment ces régimes peuvent s'installer, instrumentaliser les administrations d'État et en faire des outils au service de leur idéologie, de leur cause, et on voit bien jusqu'où ça peut aller. L'histoire nous l'a prouvé. Voilà. Donc il y a des pans entiers, des livres qui ont été écrits sur l'instrumentalisation de l'éducation populaire à jeunesse et sport pendant le régime de Vichy. C'est clair que à la lecture de ces documents, on voit bien jusqu'à quel point l'instrumentalisation de la jeunesse et l'instrumentalisation de l'éducation populaire peut amener à soutenir des régimes et à en faire finalement à créer des militants de causes dont la déontologie et l'éthique n'ont pas de raison d'être. Hein. Et on voit bien comment ces causes sont étrangères à la démocratie. Donc, moi j'ai trouvé que la démarche de la CGT sur la question historique me semble tout à fait essentielle, parce que finalement l'histoire nous apprend plein de choses, même si en France parfois les gens ont la mémoire courte. L'histoire se répète et ce qu'on a vécu pendant l'entre-deux-guerres est en train de trouver de nouvelles formes de solutionnement qui pourraient aboutir aux mêmes conclusions. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre davantage, mais je pense qu'il y a plein d'enjeux à être là et il y a plein d'enjeux à parler de ces choses-là en rappelant les faits historiques. Merci Thierry. Donc, je vais laisser Fabienne Fédérini de la CGT introduire notre invité, puis on nous donnera évidemment la parole pour cette conférence. Je ne peux pas redire ce qui a été dit par mes collègues. Je voudrais simplement présenter Marc-Olivier Baruch. Alors, au-delà du fait que vous soyez un historien, un spécialiste de l'administration sous le régime de Vichy, vous avez été, avant de devenir chercheur, administrateur civil au ministère des Cultures. De l'Éducation nationale, d'abord. Et de l'Éducation nationale, d'abord. Puis vous avez entrepris une thèse d'histoire sur les rouages de l'État français de 1940 à 1944. Cette thèse a été publiée chez Fayard en 1997 sous le titre « Servir l'État français, l'administration en France de 1940 à 1944 ». Vous êtes actuellement directeur d'études émérite à l'EHESS, un retraité en activité, comme je l'ai vu indiqué sur votre labo de recherche. Et on a souhaité que cette conférence ait comme intitulé finalement les fonctionnaires face à l'extrême droite, puissance et limite de l'analogie historique, puisqu'on ne peut pas complètement effectivement dire que nous sommes dans la même période qu'en 1940 et vous allez nous expliquer pourquoi. Et en même temps que effectivement le danger est là, notamment sur les principes et le principe de la priorité nationale qui, quand même, je le rappelle, signifie notamment pour l'administration réserver l'accès de l'administration aux Français, donc ce qui sous-entend exclure nos collègues étrangers. D'autre part, il semblerait qu'également de glissement en glissement, nous sommes maintenant effectivement à envisager l'interdiction des emplois dits sensibles aux collègues binationaux, alors que je rappelle qu'il existe quand même une procédure d'habilitation défense pour ce type de poste. Et puis, nous avons glissé quelques jours ensuite sur le fait que des postes de ministres pouvaient être refusés à des collègues binationaux. Donc, voilà, de glissement en glissement, nous voyons petit à petit apparaître effectivement ce qu'est l'extrême droite depuis son origine et qui est le fruit effectivement aussi d'une longue histoire. Je vais m'arrêter là et je vais vous laisser la parole et au nom de l'intersyndicale, nous vous remercions encore d'avoir accepté notre invitation. Bien, un grand merci à vous pour plusieurs raisons. D'abord, je retourne sur les lieux du crime, donc ma foi, ça me rajeunit également l'image de moi que vous avez bien voulu diffuser en même temps que l'invitation, parce que le livre, lui, n'a pas changé. L'auteur a pris quelques années, perdu quelques cheveux et pris quelques kilos, c'est la règle du jeu. Alors, pour ceux qui sont là, je vais non pas faire un striptease, mais vous montrer l'intérieur de ma chemise. Je sais pas si vous voyez, ce tissu s'appelle du Vichy. Et donc, c'est la chemise que je nomme épuration parce qu'elle est blanche à l'extérieur et Vichy à l'intérieur. Donc, peut-être, le général de Gaulle avait fait un discours en disant « Si j'ai revêtu aujourd'hui l'uniforme, c'est pour vous dire. » Et là, c'est aussi pour vous dire que on n'échappe pas véritablement à l'histoire. Alors,
Plus sérieusement, puissance et limite de l'analogie historique. Je vais commencer, vous en doutez, par les limites. Et j'ai un bon auteur avec moi, Paul Valéry, Regard sur le monde actuel, 1931. Il y a presque un siècle de l'histoire. L'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. Ses propriétés sont bien connues. Il fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente dans leur repos, les conduit des guerres des grandeurs, au seuil de la persécution, rend les nations amères, superbes, insupportables et vaincues. L'histoire justifie ce que l'on veut. Elle n'enseigne rigoureusement rien, car elle contient tout et donne des exemples de tout. Peu de livres furent écrits qui se nommaient la leçon de ceci, les enseignements de cela. Rien de plus ridicule à lire après les événements qui ont suivi, les événements que ces livres interprétaient dans le sens de l'avenir. Dans l'état actuel du monde, le danger de se laisser séduire par l'histoire est plus grand que jamais il ne fut. Et ça se termine par on est en 31, ça se termine par l'exemple de la guerre mondiale. Paul Valéry disant quand même, après ce qui a été vécu de 1914 à 1918, comment ne pas se rendre compte qu'il n'y a de fait aucune leçon à tirer de l'histoire. Alors, Paul Valéry est un maître du paradoxe, je ne vais pas exactement m'en tenir là. Sinon, pour dire, et j'entre peut-être tout de suite dans le vif du sujet, que malgré, et c'est normal, la multiplicité, il faudrait être connecté à Internet en permanence pour vous faire une conférence à jour. Juste avant d'arriver ce matin, Le Monde de Libération, Marine Le Pen a accusé Emmanuel Macron de coup d'État administratif après une série de nominations décidées par le chef de l'État. France Inter mardi matin. Acteur public, devoir d'obéissance, polémique autour d'une prise de parole de la secrétaire générale du gouvernement, qui est Claire Landais, qui évoque une clause de conscience devant les élèves de l'INSP, etc., etc. Donc évidemment, je suis le premier, même si je suis retraité, je suis moins directement frappable que vous, je suis le premier à être inquiété, le mot est faible, troublé, le mot est encore faible, bouleversé sans doute par ce qui risque de se passer dans une dizaine de jours si tel ou tel, presque tous, des ministères sont dirigés par des personnes issues du Rassemblement national ou de ses acolytes. Alors pour autant, nous ne sommes évidemment pas en 1940. Je vous parlais pas du nazisme. La présidente du RN ne fait qu'ironiser sur le point Godwin ou quel que soit le sujet, l'omelette au cèpe. Au bout de 6 questions, on arrive toujours à Hitler. Donc non, je vous parlerai plutôt d'un cas franco-français ancien, 1940-1944, mais, et c'est, j'allais dire, une des chances ou une des tristesses de l'histoire administrative, les structures, les superstructures, les modes de fonctionnement institutionnel dans notre pays évoluent lentement. Donc c'est moins le cas particulier de 1940 ou d'ailleurs quand on dit Vichy, vous connaissez l'anecdote du général de Gaulle devant lequel on évoque le général Juin, grand résistant. Il dit c'est exact, mais Juin de quelle année exactement? Et là, enlevons l'analogie un peu boiteuse. Là, c'est pareil, le Vichy du deuxième semestre 1940, donc l'État français. J'ai fait une conférence à Vichy, donc j'essaye de ne plus dire systématiquement Vichy, mais l'État français, le régime pétainiste du deuxième semestre 1940, très marqué par l'action française, n'est déjà plus le même que celui du printemps 1941, beaucoup plus technocratique, et encore moins, a fortiori, celui de l'État milicien de début 1944, sauf que le même Pétain est là d'un bout à l'autre du régime et couvre d'un bout à l'autre du régime les actions et les exactions qui sont produites. Alors pourquoi est-ce que nous ne sommes pas en 1940? C'est très clair, il n'y a pas d'effet défaite, la France n'est pas défaite, ce n'est pas une dictature qui s'installe. Je rappelle, alors peut-être que
futur gouvernement sera nommé le 10 ou le 11 juillet 2024. Ce serait un clair rappel de ce qui s'est passé. 10 juillet, donc, vote par ce qui reste de la Chambre des députés et par le Sénat des pleins pouvoirs au gouvernement de la République sous l'autorité de Philippe Pétain pour promulguer de nouvelles constitutions. Et le 11 juillet, signature et publication des actes constitutionnels qui créent effectivement la dictature, puisque le pouvoir législatif est confié au chef de l'État en Conseil des ministres. Là, nous ne sommes pas en 1940, ça veut dire que le soir du 7 juillet, par définition, et c'est dur à entendre, mais c'est vrai et c'est aussi extraordinairement douloureux, la majorité des électeurs seront satisfaits. La démocratie, c'est vrai évidemment encore plus pour une élection autour d'une personne, mais la démocratie, c'est que le système produit, alors mis à part les effets nés des modes de scrutin, mais la démocratie produit un pouvoir politique qui satisfait la majorité des électeurs. Deuxième différence notable, j'entre déjà plus dans le vif du sujet. Il existe des syndicats. En 1940, les syndicats de fonctionnaires étaient illégaux. Ils étaient tolérés mais illégaux. Et ils étaient d'emblée posés par le régime qui s'installe comme l'ennemi à abattre. Alors, pour malgré tout justifier, j'ai dit limite de l'analogie historique, puissance aussi parce que les superstructures j'ose plus dire de la République française, d'ici la République française, en tout cas de l'administration française, de l'État français sont constantes, les modes de l'organisation, le ministre, le cabinet, et le secrétaire général, sorte de super directeurs généraux. Mais enfin bon, les directeurs, les sous-directeurs, les chefs de bureau, alors on crée ainsi des experts de ceci ou des experts de cela, mais bon, les choses changent. La réforme de la haute fonction publique a un peu changé les choses, et c'est important, soit dans l'exposé, soit surtout dans la discussion, de parler véritablement des pratiques, parce que c'est ça que j'ai essayé d'étudier de près dans la thèse et depuis, et c'est là aussi le public ne s'en rend pas vraiment compte, les journalistes ne s'y intéressent pas vraiment non plus. Les journalistes, grosso modo, se demandent si le préfet de police va changer et si le secrétaire général du gouvernement va changer. Je pense qu'on peut leur répondre assez facilement. Oui. Et si c'est non, c'est peut-être inquiétant aussi. Les postes ad-tutum, les postes en conseil des ministres, c'est pour ça que le coup d'État administratif d'Emmanuel Macron de mercredi dernier est tout relatif. Ce qu'un conseil des ministres a fait, un conseil des ministres suivants peut le défaire. Il aurait été plus simple il aurait été plus efficace, pardon, pas plus simple, mais il aurait été plus efficace, mais il fallait s'y prendre à l'avance, de multiplier par 12 le nombre de tours extérieurs et de remplir le Conseil d'État ou de porter à 60 le nombre de membres du Conseil constitutionnel, que sais-je. Ça se prépare, ces choses-là. Je suis assez ancien pour avoir vécu une alternance rude, celle de 1986, d'aucuns s'en souviennent peut-être. Ici aussi, le président de la République de l'époque, qui avait du métier politique, c'est un peu la mécanique, avait un an avant pris soin de multiplier sensiblement les possibilités de nomination au tour extérieur des inspections générales, un inspecteur général, un conseil d'État, un membre de grand corps, pour ce qu'il en reste, c'est inamovible. Donc, que Madame, je ne sais pas si Madame Le Pen est inscrite ou ses sbires, mais qu'elle ne s'inquiète pas. Le coup d'État du président Macron est très relatif. Alors, ce qui est donc fonctionnement constant, donc on peut effectivement, et dans ce sens-là, avec cette limite-là, la comparaison est valable, regarder comment un ensemble massif, moins massif qu'aujourd'hui, mais massif, d'agents publics, d'agents de l'État, tous n'étaient pas fonctionnaires. De toute façon, il n'y avait pas à l'époque encore de statut. Je rappelle que
le statut de la Libération est le premier, mais qu'il y en a eu un auparavant, hein, et celui de 1941, 14 septembre 1941. Donc, c'est l'existence de cet élément et la manière dont ce groupe a réagi face à effectivement quelque chose qui était très différent de ce qui avait pu se passer. Les fonctionnaires de la République publique étaient habitués au changement de gouvernement. Et donc là, il y a plus qu'un changement de gouvernement, il y a un changement de régime et un changement de paradigme, parce que, et c'est l'autre invariant qui est important, au fond, l'idéologie de ce groupe n'a pas changé. C'est pas tant, c'est pas Hitler qui arrive, c'est pas Pierre Laval qui arrive, il n'y a pas d'occupation. En revanche, la France aux Français, c'est Maurras dès l'affaire Dreyfus, c'est la lutte dans l'entre-deux-guerres contre les 4 États confédérés, le juif, je prends les termes de l'époque, hein, il y a des guillemets, le juif, le métèque, le maçon, le protestant. J'ai l'impression que les protestants sont un peu moins menacés par les temps qui courent, sauf peut-être chez les extrêmes. Sur les 250, il y en aura bien un ou deux. C'est l'exposé rock'n'roll. Donc la France aux Français, il me semble que, en changeant pas beaucoup de mots, c'est pour ça, c'est pas le point Godwin qui nous intéresse, c'est la France pour qui, la France français, qu'est-ce que c'est qu'un Français? Et quand on lit, je sais plus si c'est là que je l'avais écrit, mais l'idée français de papier opposé à français de souche, le mot souche n'était peut-être pas utilisé à l'époque, mais français de papier, c'est vraiment un terme des années 30, 1930, et c'est un terme des années 20, 2020. Alors, bon, tout ça, le cadre étant posé, je vais quand même faire un tout petit peu d'histoire. Quand j'écris, donc, quand je fais ce travail en 1900, je commence au début des années 90, c'était, mais c'est là aussi très très fantasmatique, hein, quand on fait l'histoire contemporaine, on aime bien se dire qu'est-ce que moi, etc. En fait, c'est sans doute en lien avec l'alternance alors récente de 86-88. Jacques Chirac s'entoure de personnalités quand même. Je rappelle le couple Pasqua-Pandreau, ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité publique, le ministère non pas le ministère, mais le conseiller du Premier ministre pour les affaires éducatives s'appelait Yves Durand, un ancien recteur, membre de l'UNI, l'Union nationale interuniversitaire, donc vraiment l'extrême droite universitaire. Et il y avait dans ce cas Philippe de Villiers, devient secrétaire d'État. Philippe de Villiers, constant avec lui-même, puisque je crois qu'il a là encore menacé les fonctionnaires tout récemment. Voilà, Philippe de Villiers dans le JDD, notre lecture quotidienne, mettant en garde hebdomadaire plutôt, mettant en garde la haute fonction publique quant à l'attitude à tenir en cas de victoire du RN. Philippe de Villiers est constant, puisque en 1986, il démissionne. Donc, en 81, il était sous-préfet, il démissionne. En 81, il démissionne pour ne pas servir le pouvoir. Voilà, il démissionne. Il est constant. Le général de Boissieu aussi. Oui, c'est en 81 qu'il démissionne, bien sûr. Voilà. Donc, et moi je me dis, à cette époque au ministère de la Culture, il y avait une grande salle qui s'appelle celle de la bibliothèque avec le moniteur impérial et puis les JO, et j'ouvre le JO 18 octobre 1940, je tombe sur le statut des Juifs, par hasard, je le cherchais, je l'ai trouvé. Et donc l'idée que l'administration, à l'époque j'avais 10 ans d'administration déjà derrière moi, l'idée qu'une administration dont au bout de 10 ans on finit par quand même à peu près comprendre les rouages, produisent facilement, enfin formellement, un texte tel que celui-là interpelle, et donc la thèse qui a suivi, il y a d'abord eu un mémoire de DEA puis une thèse, comment est-ce que les fonctionnaires de la République de 40, sans doute républicains et assurément patriotes, se sont adaptés à un ordre nouveau et exceptionnellement nouveau, à la fois,
élément historique à cause de la défaite, l'effet défaite, de l'occupation, mais aussi se sont adaptés à un pouvoir qui ouvertement, c'est là qu'on rejoint des problématiques plus contemporaines, se proposait de rompre avec 70 ans de pratiques républicaines. Et donc, d'une certaine manière, la facilité de l'administration à se couler dans ce moule de l'autoritarisme pose question. Ensuite, aussi élément d'époque, comment est-ce que les choix faits par ce gouvernement, donc le choix anti-républicain d'un côté, le choix politique, idéologique d'un côté, et le choix de la collaboration de l'autre, c'est-à-dire des choix qu'il revenait au gouvernement de faire, mais qui entraînent derrière eux tout l'appareil d'État. Qu'est-ce qui fait que on passe de servir face à l'ennemi, ça c'est le titre des mémoires du ministre des Finances de l'époque, Yves Boutillier, de servir face à l'ennemi à servir l'ennemi. Quel est l'élément, quels sont les moments à partir duquel on peut décrocher par rapport à ça, et je citerai tout à l'heure un cas particulier. Et troisièmement, et c'est une question qui en même temps surplombe des deux autres, comment se construit et se joue le marché qui est permanent. Comment est-ce que le pouvoir politique a su se faire obéir de ses agents, leur faire accepter son modèle de fonctionnement de l'État, et en contrepartie, que leur a-t-il donné, comment est-ce que ça s'est passé, étant clairement posé, et c'est pour ça à peu près concomitamment à la sortie du livre, s'est tenu le procès de Maurice Papon, et il se trouve qu'on m'a demandé d'y participer, et on voyait fleurir dans la presse un peu partout le devoir de désobéissance. Cette expression, me semble-t-il, n'a pas de sens. Un fonctionnaire, ça n'existe pas. Le devoir du fonctionnaire, malgré tout, c'est le devoir d'obéissance. L'administration, elle ne peut pas être autre que hiérarchisée. Donc, il est normal qu'un ministre donne des ordres à un directeur, qui donne des ordres à un sous-directeur, à un chef de bureau, etc., etc. Ça, on ne peut pas poser une administration fonctionnant autrement. Ensuite, c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes, parce qu'on ne donne pas ou pas encore des ordres à des intelligences artificielles, mais à des personnes. Le fonctionnement fluide, l'espèce de modèle que d'ailleurs l'histoire administrative est globalement une histoire assez ennuyeuse, parce que c'est une histoire totalement, dans ces aspects un peu plan-plan, un peu traditionnels, et qui furent longtemps ceux des histoires maison. Le ministre donne l'ordre, l'administration obéit, et tout est bien pour le meilleur des mondes. Nous sommes tous très bien placés pour savoir que c'est pas exactement comme cela que les choses se passent, et qu'il faut regarder véritablement les pratiques, les circuits, les processus de légitimité, les processus de légitimation, les conflits de légitimité, les pouvoirs, les contre-pouvoirs, et c'est effectivement tout cet ensemble qu'il faut regarder, c'est-à-dire c'est pas input, voici l'ordre, output, voici l'exécution. Il faut ouvrir l'intérieur, voir les rouages, regarder lesquels fonctionnent, lesquels ne fonctionnent pas, lesquels sont grippés. La question est de savoir aussi si les leçons de l'histoire, ou disons l'analyse des modèles anciens, fournit des éléments de réponse, mais nous ne sommes pas les seuls ici. On peut imaginer que les gens qui seront peut-être dans quelques semaines aux affaires ont aussi réfléchi à ces questions et savent aussi. Prenons l'exemple du gouvernement qui arrive aux affaires, disons le 10 juillet 1940, tout de suite, une loi avec cette idée au fond, qui n'est pas absurde dans leur esprit, que l'administration
dont ils héritent, c'est celle du Front populaire, qu'elle a porté, qu'elle a fait des choses tout à fait répréhensibles, voire même, ils sont même capables de le croire que c'est le Front populaire qui a conduit à la déroute, et que donc il faut s'en méfier, et que donc il faut prendre d'emblée des mesures très très autoritaires. Et les toutes premières lois, c'est quand même incroyable ce régime, date du 10 juillet 1940. On peut imaginer qu'en juillet 1940, la France était quand même dans un état matériel, moral, enfin disons matériel catastrophique. Une des premières mesures, loi du 12 juillet 1940, interdire l'accès des cabinets ministériels aux personnes nées de pères non français. Quelque chose qu'on entend. Évidemment, comme on l'a lu récemment, né de pères non français, ça ne veut pas dire de pères belges ou de pères américains. Nord-américains, ça veut dire plutôt l'Est de l'Europe, compte tenu du fait que en 1927, donc avant la crise, une loi en août 1927, une loi est faite pour faciliter l'immigration et favoriser les naturalisations. Là, on peut dire que le contexte est relativement différent aujourd'hui. Alors, et 5 jours plus tard, cette mesure, donc l'interdiction d'exercer un emploi public si on n'est pas né de père français, la mère à l'époque c'est le comte Guerre, mais donc elle est étendue à l'ensemble de l'administration, des établissements publics de l'administration et des collectivités locales, elle est étendue aux collectivités locales, et le même jour, 17 juillet 1940, donc ça veut quand même dire que les choses étaient relativement pensées, possibilité de relever de ses fonctions tout agent pour une période de 3 mois. Cette loi, donc, comme ça, de politique, quoi, pour chasser des fonctions publiques ceux qui n'y avaient pas leur place, très largement motivée, enfin disons avec en fond d'écran, en arrière-pensée, les fonctionnaires qui avaient fait grève le 30 novembre 1938. Le 30 novembre 1938, il y a une assez grosse grève de fonctionnaires pour protester contre l'abrogation des 40 heures par le gouvernement Daladier et Paul Reynaud, ministre des Finances. Et là, c'est que des les syndicats étaient plus ou moins tolérés. La grève de la fonction publique, c'était rude. Et donc là, on considère que ceux qui ont fait grève ce jour-là sont un peu l'anti-France, quoi, ceux qui n'ont pas leur place. Sur quel motif ils peuvent être relevés de leur fonction? Sans motif. Sans motif, à discrétion du gouvernement. Relèvement de fonction. C'est une loi du 17 juillet 40. C'est un outil puissant qui est pris pour une durée brève, jusqu'au 31 octobre 1940. Vers le 29 octobre, on s'aperçoit qu'il faut encore, donc on va jusqu'au 31 mars. En mars, on fait encore en juin 41, puis à la fin, on met jusqu'à la fin des hostilités. C'est plus simple. Donc, pendant toute la période, et ce sera utilisé. Elle est peut-être encore valable, oui. Chronos dévorant ses enfants, c'est comme ça, par exemple, que René Bousquet sera relevé de son poste, et on appellera ça les juilletisés. C'est les gens qui sont relevés de leur fonction, mais ça sert, je répète, là encore, pour les fonctionnaires nommés en Conseil des ministres, cette loi est inutile, puisqu'il suffit qu'un Conseil des ministres nomme quelqu'un d'autre, et même aujourd'hui, pour les hauts fonctionnaires sur statut d'emploi, alors il y a peut-être une petite jurisprudence, mais le statut d'emploi peut être retiré dans l'intérêt du service et sous réserve, sous contrôle du juge. Le juge met un petit peu de temps à contrôler. Donc, si 3 ans après, on est réintégré dans ces fonctions, la belle affaire, peut-être que, espérons, peut-être qu'au bout de 3 ans, c'est le gouvernement lui-même qui sera relevé de ses fonctions, on ne sait rien. Alors, et bien évidemment, ensuite, donc vous voyez, il y a d'abord le bâton. Hein, il y a le bâton, l'exclusion des personnes et des français, l'exclusion, quelques mois plus tard, la loi du 3 octobre 1940, des Juifs, base même de l'anti-France. Hein. La loi du 3 octobre 1940 est regardée comme juif au titre de la présente loi. Toute personne n'est de 3 grands-parents de race juive ou de 2 grands-parents seulement si son conjoint lui-même est juif. C'était une des rares lois publiées au JO que je connais par cœur, j'ai un peu honte. Donc là aussi, bon, chose très, très tautologique,
Et loi, alors il y a peut-être entendu parler, une construction théâtrale qui tourne en ce moment, à laquelle j'ai participé sur ce moment, et on constate, le théâtre le montre, mais l'étude du document le prouve, que cette loi ne pose pas de difficultés, c'est-à-dire que, on l'a dit tout à l'heure sans doute, votre voisin de bureau, monsieur Jean-Pierre Lévy, du jour au lendemain n'est plus votre voisin, n'a plus à venir au bureau, et est devenu le juif Lévy. Et ça, bon, ben voilà, c'est difficile, mais nous ne faisons pas les lois, nous les appliquons. Image, poids évidemment de la légitimité du gouvernement d'alors, hein, de Philippe Pétain, et d'une certaine manière, alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le non-devoir de désobéissance signifie que un gouvernement qui sera nommé régulièrement et qui aura une majorité disposera également de cette légitimité politique. Donc ensuite, que font les fonctionnaires? Alors les fonctionnaires, il me reste une dizaine de minutes, peut-être 5-10 minutes. Les fonctionnaires, grosso modo, fonctionnent. Deux cas, alors je ne sais pas si vous avez peut-être écouté France Culture la semaine dernière, et je vais citer les mêmes. Face au statut des Juifs, par exemple, qui doit être appliqué dans l'ensemble de l'administration, enfin, pour tous les agents publics, le 19 décembre 1940, les masses importantes, c'est notamment dans l'éducation nationale. Beaucoup d'enseignants, de professeurs d'université, d'instituteurs, et donc les ministères hésitent, comment est-ce qu'on va savoir, comment est-ce qu'on va faire, un peu compliqué, donc c'est compliqué, il n'y a pas de précédent, il faut essayer d'expliquer. Le ministre Ripert donne des instructions à ses recteurs, et le recteur de Paris, professeur de droit, Gilbert Gidel, donne ordre à son adjoint, inspecteur, je ne sais plus quel est son titre exact, inspecteur général de l'Académie de Paris, Gustave Monod, agrégé de philosophie, de réunir les proviseurs et les directrices des lycées pour leur expliquer ce qu'il faut faire et les déclarations à demander, préciser les modalités de cessation des fonctions, fait toute chose administrative. Et Gustave Monod s'exécute puisque il est lié par son devoir d'obéissance de haut fonctionnaire, et le soir même écrit une lettre qui est un peu assez connue, écrit une lettre au recteur en disant qu'il n'a pas eu d'autre choix, il n'a pas eu d'autre possibilité que de faire cette réunion, mais qu'il a été conduit à émettre, utiliser des mots et indiquer des solutions tellement contraires à tout ce qui est, je ne sais plus comment il écrit, l'honneur intellectuel et public de la France, tant au point de vue chrétien, tant compte tenu de son héritage, merci. Ce qui est aujourd'hui mis en question, c'est le libéralisme universitaire, c'est toute une conception de l'honneur intellectuel qui a été puisée par nous tous au plus profond des traditions françaises, humanistes et chrétiennes, et qu'il paraît impossible à un universitaire de renier. Je dois dire à la vérité, monsieur le recteur, que je n'ai pas été un bon avocat de la cause administrative, et donc qui demande à être relevé de ses fonctions. C'est un poste, c'est un statut d'emploi, enfin, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Il n'est pas fusillé, il n'est pas chassé, il est nommé professeur. Bon, c'est un élément de valeur. Il est professeur de philosophie en classe première supérieure, lettres supérieures au lycée de Versailles, et voilà. Autre cas bien connu, celui de François Bloch-Lenné, donc jeune fonctionnaire rénovateur, bouleversé de l'impuissance de l'État dans l'immédiate avant-guerre, fait partie de ces cercles rénovateurs, planistes, un
peu modernisateurs, qui disent comment faire en sorte que l'État soit efficace, et doutant parfois du parlementarisme. Et François Bloclenet est fait prisonnier, comme des centaines de milliers de jeunes hommes à printemps-été 1940. Il est sorti de son camp de prisonnier, je crois, en Lorraine, à la demande des autorités, et le secrétaire général du ministère de la Production industrielle, Jean Bichelonne, polytechnicien parmi les plus illustres de cette maison, le convoque en disant « il faut que nous travaillions ensemble ». Je me souviens de nos discussions d'avant-guerre, notamment sur les difficultés économiques. Il est impossible de mener des politiques économiques car la France ne s'est pas dotée d'un appareil statistique correct lui permettant de connaître ne serait-ce que l'état de son parc industriel. Donc il faut absolument construire c'est un énorme effort. Oui, mais évidemment, vous avez raison, je suis entièrement votre homme. Mais quand même, comment faire pour que les Allemands ne tombent pas sur ces statistiques? Michelin lui dit, on s'est mal compris, nous faisons ça pour les Allemands. Et Bloclenet dit, je ne suis plus votre homme. En revanche, poste de sous-directeur à la comptabilité nationale qui me semble passionnant, j'aimerais tellement y être nommé. Voilà, ensuite, il sera le TPG, si vous voulez, de la résistance. Et François Bloclenet, un homme qui a beaucoup réfléchi avec beaucoup d'inquiétude sur le devenir de la fonction publique. À un moment, il est un peu croisé, puisqu'il était notamment au jury de ma thèse, puis je l'ai vu ensuite un peu. Il dit, est-ce qu'il ne faudrait pas exiger un serment de fidélité à la République et aux fonctionnaires? Le serment, vous savez, celui de Talleyrand à Louis-Philippe le remerciant, et Talleyrand disant c'est mon 11e, c'est 11e ou 9e, je ne sais plus. Donc, mais François Bloclenet disant, il y a toujours, François Bloclenet avait une formation et une sensibilité chrétienne, il y a toujours le non possumus. D'autres le feront peut-être, moi je ne le ferai pas. Alors, on peut juger, et c'est un peu ce qu'on dit après-guerre, tous les gens, beaucoup ont, alors ne prenons pas le mythe d'une administration non épurée, l'administration a été profondément épurée après la libération. Les gens ont dit, oui, mais si je n'avais pas fait ça, quelqu'un de pire, et de fait, c'est pas faux. Darnan est pire que Bousquet. Darnan est un tortionnaire. N'empêche que Bousquet, qui n'est pas un tortionnaire, qui a les mains propres, si on veut, qui est un homme de centre-gauche, un radical du Tarn-et-Garonne, c'est celui qui remplit les camps et qui remplira les trains. Tout ça très, très, très proprement. Donc, je crois qu'il faut, et du coup, j'ai évidemment pas de réponse à cela, à savoir que, malgré tout, votre force et notre force, c'est la connaissance du dispositif, la connaissance des pratiques. François Bloclenet, toujours lui, disait une des choses qui m'avait le plus, beaucoup de choses avaient bouleversé, mais une des choses qui m'avait le plus frappé, c'était cette sorte d'aveuglement, comment peut-on dire, un peu d'exil intérieur, mais où on essayait je veux pas savoir à quoi sert ce qu'on me demande. En revanche, il faut que je le fasse bien. Donc c'est ce qu'il appelait le syndrome du pont de la rivière Kwai, disant les Japonais nous demandent de construire ce pont, qu'ils aideront, mais nous sommes des soldats britanniques, nous allons faire ça, être dignes de la réputation de l'Empire britannique. Il n'y a plus d'Empire britannique, mais est-ce qu'il n'y a pas toujours des ponts de la rivière Kwai? Et donc la force malgré tout, c'est le professionnalisme. On peut imaginer, j'en sais rien, parce qu'il semblerait quand même que si 10 millions et quelques de voix se sont portées sur le Front National, sur les 10 millions, il y a bien des voix de fonctionnaires, de haut, très haut, moyen. Donc, trouvera-t-on, ne trouvera-t-on pas? Alors, on peut rêver des choses romantico-chimériques ou chimérico-romantiques, le jour du premier conseil des ministres d'un gouvernement abhorré, tous les directeurs d'administration centrale solennellement, au moment où le conseil des ministres commence à remettre leur démission. Je crois pas trop.
On peut imaginer toutes les justifications internes, la technicité. Je me doute, sinon ce serait le pays s'écroulerait. Tout dépendra aussi, et c'est pour ça que je rejoins Valérie là, il n'y a pas de leçon générale à tirer. Il y a des mécanismes, il existe des mécanismes qui n'existaient pas il y a 8 décennies. Le Conseil constitutionnel, mais bon, il va être soumis à une telle pression politique qu'il ne pourra pas, à mon sens, faire regardez-vous à droite, faire regardez-vous à gauche. Je pense j'en sais rien, je n'en suis pas membre. L'Union européenne aussi, mais au quotidien, il me semble que la principale arme est le professionnalisme, surtout, je veux dire, les directeurs, je ne sais pas qui ils seront, les directeurs, je ne sais pas qui ils seront, je ne sais pas quelle sera la validité, la pertinence des ordres qu'ils donneront. Peut-être face à un ordre totalement absurde et illégal, le plus simple est de faire comme si, et de voir à quel moment on va dans le mur. Mais là, à la limite, c'est votre capacité d'appréhension de la situation qui joue. Alors, je me souviens que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je me suis occupé de déontologie au sein du ministère de la Culture. Le statut des fonctionnaires est sans doute plus protecteur, il est plus poisonnant en matière de déontologie qu'il ne l'était auparavant, pour la bonne raison qu'il n'y avait absolument rien. Il n'empêche que la jurisprudence du Conseil d'État sur les possibilités de désobéir reste quand même assez protectrice de l'administration. C'est peut-être l'occasion aussi de tester la robustesse. Les lanceurs d'alerte sont supposés être très largement protégés dans le dispositif actuel. C'est peut-être tester la robustesse. Pour autant, et alors là je vais conclure, si je le retrouve par un appel lancé aux fonctionnaires en 1942, bon, je l'ai pas là, mais je l'ai à peu près en tête, par Pierre Tissier, qui est un des rares membres du Conseil d'État qui a rejoint le général de Gaulle, et qui dit faites votre métier, faites-le sans zèle, et avec cette phrase, je n'ai pas été pendant 15 ans, voilà, ça doit être ça. Ce que nous attendons des fonctionnaires, par Pierre Tissier, il est essentiel. Ne fournissez pas à Darlan, bon, alors je sais, on est à l'époque, ne fournissez pas à Darlan et au maréchal d'éléments leur permettant d'expurger progressivement l'administration de tous ceux qui souhaitent le relèvement du pays. Il est essentiel qu'ils croient pouvoir compter complètement sur cette administration conserve leur confiance et dispose ainsi des armes voulues pour nous aider. Faites donc l'impossible pour conserver vos postes et faites le travail qu'on vous demande de faire. Ne le sabotez que dans la mesure où il est en opposition avec l'intérêt de la nation et où vous pouvez saboter sans risque. Je sais que cela est possible. Je n'ai pas passé 15 ans de ma vie à ce poste supérieur de contrôle des administrations publiques qu'est le Conseil d'État, sans savoir comme il est facile de faire traîner une affaire, ne serait-ce qu'en exigeant le respect servile des règlements administratifs. Et il conclut, courage, vos efforts et les nôtres conjugués doivent mettre rapidement fin au cauchemar. Je m'arrête sur le mot cauchemar. Eh bien, merci beaucoup, Marc-Olivier Baruch, pour cette présentation absolument passionnante. J'imagine qu'elle appelle évidemment des réactions, des questions, des éventuelles demandes de précision, ou tout simplement voilà, des retours. Et donc, si quelqu'un veut se lancer. En live d'abord. Alors, allons-y. Sur
je dirais pas le devoir de désobéissance, mais le droit de désobéir. Bon, je suis pas tout à fait au courant de toutes les turpitudes qu'ont pu commettre les derniers gouvernements à l'égard du statut général, mais je pense que l'article 28 existe encore. Alors, il a sûrement changé de nom. Il doit être L1, oui, machin. enfin, bref, l'article qui dit que on peut ne pas exécuter un ordre dès lors qu'il est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l'ordre public. public. C'est la reprise mot à mot d'un arrêt du Conseil d'État de novembre 1944. C'est pas tout à fait hier. Mais donc, en l'état actuel, le gouvernement qui va arriver peut-être va se retrouver face à une forme de légalité qui ne pourra pas changer aussi facilement que en juin 40. Quand on y repense, effectivement, c'est fascinant de voir qu'en 24 heures, ils sont un petit peu préparés quand même, ils sont capables de renverser complètement tous les fondements de l'égalité de l'État. Comme on l'a rappelé, il n'y a pas de conseil constitutionnel, le Conseil d'État, je sais pas très bien ce qu'il en reste en juin 40. Et donc on a juste une porte qui s'en trouve un tout petit peu, il me semble, pour fixer sur le plan juridique une limite au-delà de laquelle on peut ne pas aller. C'est-à-dire, je reçois tel ordre, je considère, alors j'ai pas d'exemple qui me vienne à la tête comme ça, mais je le regrette, je considère qu'il est manifestement illégal et susceptible de tout ça. Bon, ça s'en compte pas tous les jours, hein. mais quand même, il y a je me raccroche à ça comme une lueur de subsistance d'une forme de civilisation morale et juridique dans notre système. Mais les choses, bon, prenons la préférence nationale qui est totalement anticonstitutionnelle, elle ne peut pas s'appliquer. Les choses vont être beaucoup plus subreptices. On est manifestement dans l'illégalité, puisque... Oui, mais est-elle de nature à compromettre gravement l'intérêt public? Alors, ça, qui est maître de l'intérêt public? Question d'appréciation. Non, mais justement, le Conseil d'État a toujours été... Le Conseil d'État aurait pu dire où. Or, il a dit et depuis 80 ans, il maintient le et. C'est extrêmement faible comme protection. Non, puis les choses seront beaucoup plus subreptices. J'avais écrit quelque part dans ce très beau livre, j'ai pas eu le temps de le retrouver, que effectivement la loi dispose, le décret réglemente, la circulaire précise, et la pratique fait tout. Il est si facile de ne pas nommer des gens, il est si facile dans des passages au choix. Quel est le gouvernement qui a, par une loi de modernisation de la fonction publique, considéré que les avancements n'étaient plus de la compétence des commissions administratives paritaires? Quel est le Conseil constitutionnel qui a estimé que ceci quand même posait un problème devant l'égalité devant le service public? Ok, je veux dire, on a quand même vu. Alors, si la déchéance de nationalité avait été adoptée dans un précédent quinquennat, elle aurait été un magnifique outil pour des gens qui voulaient s'en servir. Je veux dire, on a quand même, les choses se passeront. Je pense que les gens j'en sais rien, ils vont pas nommer alors il y a une dame qui posait en casquette nazie. Bon, elle n'est plus candidate au deuxième tour. Elle est plus si vieille que ça, voir la photo, d'ailleurs. Non, mais donc, oui, voilà. J'imagine pas qu'elle sera chargée de la fonction publique. C'est pas elle. Donc, on aura des gens propres sur eux, qui n'auront pas dit trop de bêtises dans les 15 jours qui viennent de s'écouler et qui, progressivement, on aura, bon, je sais pas, on verra, on peut refaire cette conférence dans 6 mois, on verra ce qui s'est passé. Un autre élément que citait, j'ai oublié de vous j'ai pas eu le temps de vous le lire, que citait Pierre Tissier en janvier 1942. Il demandait aux agents, sacrifiez chaque jour quelques minutes ou quelques heures de vos loisirs, mettez au point des notes succinctes qui nous permettront plus tard de rectifier sur le champ les erreurs commises. C'est bien de noter. C'est bien. Alors eux disaient, ne le gardez pas chez vous, ne le gardez pas au bureau. J'espère qu'on n'en est pas là. Mais attention, les réseaux publics, réseaux machin, là, les réseaux sociaux jouent un peu ce rôle-là. Ne vous amusez pas à dire, tu te rends compte ce qu'a dit aujourd'hui mon directeur? Non, pas de ça. Pas de ça. Les réseaux publics, réseaux sociaux, c'est
il y a du devoir de réserve à plein là-dedans. Le fort intérieur, jusqu'à nouvel ordre, comme son nom l'indique, il n'est pas public. Donc, non, moi, je pense que les choses se feront effectivement comme ça, par des petites mesures, des circulaires. Vous veillerez à ce que vous n'oublierez pas que l'égalité devant le service public ne doit pas exclure ceux dont les ancêtres eux-mêmes étaient français. Vous voyez, des choses qui seront jamais franchement illégales, qui seront toujours franchement choquantes, mais pas pour tout le monde. Donc et ça, il faut sans doute en garder trace, parce que mis bout à bout, ça construira des sortes de sites. C'est la pratique, hein. Mais je trouve que, par exemple, j'ai quand même été frappé, là, petite pierre dans le jardin des syndicats, que au moment de la loi, elle s'appelait TFP, TFP, elle a évidemment promulgué au mois d'août, mais bon, quand même, on peut lire les Gifrances au mois d'août. Et alors là, le Conseil constitutionnel est zéro réserve. Zéro, c'est pas beaucoup, hein. Et c'est au moment où effectivement ça s'est appliqué 2 ans plus tard. Oh là là, mais il n'y a plus de CAP. Ben oui, c'était écrit. Comment? On avait tenté de oui, un peu avant. Mais pas, ça. Jamais oui, ça a pas pris. On avait une question. C'est un truc énorme. Enfin, c'est un truc énorme. Bien sûr. Alors on a une question là-bas. Oui. Ouais, vous avez parlé de zèle. Et au-delà du zèle, il y a déjà la motivation aussi. On n'a pas besoin d'attendre d'ailleurs l'extrême droite pour parfois être démotivé au travail. Est-ce que dans vos sources, vous avez pu documenter une forme de démotivation dans l'exécution du service public et les effets que ça a sur la qualité du service public rendu, qualité au sens par rapport à la commande? Moi, je crains qu'à l'époque, il y ait eu une motivation. Une motivation parce qu'il y avait aussi une politique de valorisation très forte de la fonction publique. Ça, on aura peut-être la même chose avec le RN. Mais il y aura bien sûr peut-être la même chose. Enfin, je sais pas. Je veux dire, si j'étais ministre de la fonction publique à Rennes, je sais pas, je donnerais des primes, je ferais des avancements d'échelon, je ferais des machins exceptionnels, et puis je ferais 3 révocations et suivi de pendaison en place de grève pour dire, vous voyez, faut pas, si vous êtes méchant, voilà ce que j'attends, mais si vous êtes gentil, au contraire, sachez que. Il y a des carottes et des bâtons. Clairement. Non, ce qui existe en revanche, c'est du non possumus. Du non possumus, c'est-à-dire il y a des choses qu'on ne fait pas. Et j'ai cité le cas de François Bloch-Lenné sur l'aspect collaboration économique, mais il y a des cas, Dieu merci, enfin j'allais dire plus bouleversants. Quelqu'un qui a 87 ou 8 ans, 90. Qui est vivant parce que le jour de la rafle du Veldiv, et donc calculer son âge, 6 ans, sa sœur 8 ans, dans le 11e arrondissement, à 6 heures du matin, entendant du bruit, la voisine du dessous ouvre sa porte et dit à l'agent de police, vous allez quand même pas emporter les enfants aussi. Qu'elle dit, il dit, voulez-vous-les, prenez-le. Donc cet agent de police, en 2 secondes, sauve 2 vies. Voilà. Ensuite, il suffit de dire, je les ai pas trouvés, les enfants étaient pas là. Bon, il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas fait ça. Voilà, Est-ce que vous faites référence à Henri Ostronecky? Non, ça veut dire qu'il y en a au moins 4. Ouais. Et en fait, ce petit garçon, en fait, qui a été raflé, d'ailleurs, et qui, en fait, par l'administration, a été fiché par la police, et qui avait le statut d'enfant bloqué, entre parenthèses, et qui avait été interné dans un hôpital, enfin, je crois à l'hôpital Rothschild. Non, je dis pas le nom de la personne. Mais était parti, en fait, en convoi, par le 32e convoi, en fait. Non, mais donc, il y a quelqu'un individuel, j'imagine, bon, je sais pas, tout dépendra des majorités, tout dépendra des personnalités. S'ils sont assez bêtes pour nommer des gens absolument répugnants et stupides et incompétents, ce sera plus facile. Et encore. Mais bon, nul n'a non plus vocation, j'allais dire au martyr, il s'agit pas de vie, mais enfin, nul n'a non plus envie d'être évoqué, fût-ce pour être établi 2 ans après. C'est pas. Moi, j'avais un commentaire là par rapport à votre présentation, enfin votre réaction juste après les premières questions, là où vous indiquiez effectivement que il faut pas s'imaginer que dans l'hypothèse cauchemardesque, qu'on n'ose pas imaginer, mais bon, avec laquelle il faut quand même travailler, on va pas assister si ce pouvait arriver en place, compte tenu
de l'environnement dans lequel nous sommes, il va y avoir justement, me semble-t-il, de la part de l'extrême droite, la volonté de montrer qu'ils sont tout à fait compatibles finalement avec le cadre républicain. Et donc, je ne pense pas qu'on va assister, en tous les cas, dans les premiers mois de l'exercice du pouvoir, à une activité législative qui enverrait des signaux d'une remise en cause du cadre des lois fondamentales. Donc, c'est effectivement... Ils sont quand même leur électorat. Il faudra quand même qu'ils envoient des signaux. Voilà, je suis d'accord avec vous. Mais donc, ça va se faire, me semble-t-il, beaucoup à bas bruit. Nous sommes dans une administration qui est quand même particulière à l'éducation nationale. Bon. Avec des messages qui ont déjà finalement, je trouve, bien infusé dans les esprits, sur le fait que au sein de l'éducation nationale, la question de la tenue, et quand je dis tenue, c'est au sens large du terme, hein, d'accord, on a des signaux envoyés et on n'a pas attendu l'extrême droite pour instrumentaliser la question de l'école, notamment sur la question de l'apparence. Hein, voilà, donc je pense à l'abaya par exemple. Je pense que ce genre de mesure, ma foi, trouvera un écho large dans la population et y compris au sein des populations enseignantes. La question ensuite de est-ce qu'on scolarise des enfants, tous les enfants, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur âge. Si on veut envoyer des signaux, il suffira d'une circulaire de rentrée pour commencer quand même à aller regarder les enfants qui auraient des parents sans papier ou des enfants qui seraient issus des personnes du voyage, etc. Donc, il y aura des possibilités comme ça. Prétexte d'organisation du service. Exactement. Vous ferez une classe avec les cas. Exactement. Donc, on n'aura pas besoin dans les premiers mois de révolutionner quoi que ce soit. Nous avons au sein de la fonction publique des collègues qui sont contractuels, des collègues qui sont fonctionnaires. Pour les contractuels non français, eh bien, il suffirait que dans les préfectures de police, des notes circulent, ça s'est fait à l'époque de Pasqua, vous l'avez évoqué, hein, bon, pour durcir les conditions de renouvellement des papiers. Et donc, on aura la possibilité finalement de créer, y compris des gens qui ont un travail, qui sont insérés économiquement, voilà, au niveau de la famille, au niveau professionnel, on pourra effectivement créer des sans-papiers administratifs pour pouvoir justifier le fait que, bah, vous voyez, nous, conduire à la frontière. Mais là aussi, ce genre de mesures risque de rencontrer un écho positif large au sein de la population. Personne n'ira regarder. Et des agents. Et des agents eux-mêmes. Personne n'ira regarder si monsieur, madame un tel, qui est sous le coup d'une conduite à la frontière, est vraiment un clandestin, un irrégulier, etc. Tout le monde sera content de voir qu'effectivement, on a le faciès du clandestin et que par conséquent, la mesure qui est prise est une mesure qui est applicable. Donc, ce que vous aviez dit sur les fonctionnaires finalement qui s'adaptent très bien, qui se coulent très bien dans le moule de ces lois, enfin de ces pratiques au début, qui pourraient devenir après des lois, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a construit longuement, hein, enfin voilà, le cauchemar qui nous arrive bientôt, on a mis 30 ans à le construire. Et donc, ils ont oublié d'être cons. Ils vont pas être stupides et on n'est pas sûr que... C'est des professeurs de droit réactionnaire, voire ultra-réactionnaire, on trouve développé. Donc, en trouver un comme ministre de l'Éducation nationale présentable, ce sera pas très difficile. D'autres choses. Hein, surtout qu'à Lyon, il y avait un microcosme. À Lyon, jadis. Voilà. Et est-ce qu'au niveau des syndicats, justement, vous avez ou vous allez avoir un peu des moments de réflexion, je dis pas des plans d'action, parce que en ce moment. Alors, et au niveau national et au niveau fonction publique, c'est clairement des choses qui commencent à être mises en place, mais c'est vrai que je crois que la dissolution a quand même pris tout le monde de court, et c'est une réflexion qu'on avait tous dans le viseur à échéance 2027. Nous, au niveau local, donc côté CGT, on a commencé à essayer d'accélérer notre réflexion. Clairement, je pense qu'un peu partout, tout le monde essaye de s'outiller, mais il va falloir aussi qu'on dépasse la sidération première. Et c'est vrai que depuis l'annonce de la dissolution et finalement cette possibilité qui se rapproche de plus en plus d'une arrivée d'extrême droite au pouvoir,
cette question, voilà. Dans les pistes de réflexion, mais vous les avez évoquées, nous on a commencé à évoquer côté donc CGT Administration centrale de l'éducation nationale, ça a été effectivement cette histoire finalement de sabotage du zèle. Donc au-delà voilà donc il y a le non possumus évidemment, mais qui est plus complexe quand on est au cœur du service même et qu'on n'est pas sur une capacité à pouvoir aller demander un emploi moins exposé comme ça peut se faire dans la haute fonction publique. Et c'est vrai que cette question de grève du zèle ou de, comme vous le disiez, d'application stricte de l'administration dans tous ces rouages et toutes ces complexités, c'est-à-dire redemander un avis à la DAGE, qui mettra 6 mois à le rendre, on la connaît bien, donc la direction des affaires juridiques, puis une contre-expertise à droite ou à gauche, ça peut être des... On dit plutôt à gauche. Oui, voilà, ça peut être des leviers, même si on mesure bien qu'ils ne peuvent pas suffire quand il y a une forte volonté politique d'aller vite sur des mesures qui peuvent être symboliques, comme l'était justement... Enfin, l'expérience de Vichy, j'avais travaillé sur le ministère de l'Éducation nationale d'Abel Bonnard, donc vraiment, il peut y avoir de pire, c'est que dire le ministre veut, ça marche une fois, ça marche 2 fois, ça marche 5 fois, ça marche pas pour tout. Et c'est-à-dire que le ministre veut, oui, le ministre a absolument raison, on va le faire tout de suite, mais c'est quand même assez complexe parce que le dossier n'était... Vous voyez, bon, c'est pas... Le fuel politique, ça marche pas tout le temps, quoi. Donc, vous le savez aussi, le cabinet exige que, puis voilà, quoi. Sur la question des syndicats, vas-y, je réponds, mais il y a Timothée après, vas-y. Voilà. Oui, aussi. Enfin, je pense que quels que soient les syndicats, d'abord, enfin, je pense qu'il faut qu'on fasse preuve de modestie, parce que nous sommes des corps intermédiaires qui ont été beaucoup malmenés par le pouvoir actuel, au point de remettre même en question la nécessité de notre existence. Donc, et ce message-là, qu'on ne le veuille ou pas, a quand même aussi infusé dans les esprits. On a été plusieurs à recevoir des messages des collègues nous disant, quand même, les syndicats, c'est pas votre rôle d'appeler à barrer l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et ça montre bien quand même que l'antidote syndical, il est quand même tout relatif, me semble-t-il. Et quand on analyse le vote des militants syndicaux, ça n'est pas pour nous rassurer, non plus. Bon. Donc, effectivement, c'est mieux d'avoir des syndicats. Il faut espérer que cette période, peut-être, des périodes de remobilisation. Remobilise, enfin, qu'il y a un sursaut, que les citoyens se rendent compte, en fait, oui, on a besoin d'avoir dans les entreprises, dans les administrations, des contre-pouvoirs, comme ils sont prévus par la loi, qui fassent leur rôle, d'ailleurs, quel que soit le gouvernement, et que dans une période comme celle qui peut-être va arriver, ces contre-pouvoirs auront encore plus que jamais leur raison d'être. Mais ça, je veux dire que le travail d'éveil, finalement, je vais dire des consciences, c'est un travail que nous allons devoir faire et qui est loin d'être gagné. Alors, il y avait donc Timothée, puis Thierry. Par rapport à ce que vous avez présenté, je pense que là où ça va être très sensible, ça va être déjà au ministère de l'Intérieur et de la Justice. Parce que pour répondre à l'électorat, tout ce qui est éducation, ça vient dans un deuxième temps. C'est l'aspect vraiment, je dirais, idéologique de fond qui peut irriguer les réformes, mais en revanche, visiblement, et le plus visible, ça va être l'action sur la justice, parce que on voit que l'électorat demande de la fermeté, on voit que l'électorat demande... Ils changeront pas le stock. Je veux dire, pardon de parler comme ça. On peut dire que désormais, pour entrer à l'école nationale de la magistrature, il faut un stage de parachutiste, mais c'est un peu loin à mettre en place. Et puis, ça jouera sur 1 ou 2 promotions. Je pense que la justice, ils auront plus de mal. Bon, on peut inventer les peines planchées, mais dans ces cas-là, les magistrats quittent parce que, non, sur l'intérieur, c'est clair que le pouvoir discrétionnaire des préfets, les préfets c'est quand même des fonctionnaires de haute autorité, le fait que désormais toutes les lois depuis longtemps de
reconcentration des pouvoirs territoriaux dans les mains des préfets, le fait aussi que les administrations soient assez largement à l'os et ont autre chose à faire que de se demander si ce qu'elles ont, l'ordre qu'on leur donne est légal ou pas, et plus a fortiori réfléchir à ce qu'on leur demande de faire. Tout ça fait des préfets des gens avec des préfets extrêmement autoritaires. Ceci dit, pour la République récente, on a eu un préfet de police qui était quand même pas modèle. Je ne sais pas s'il sera ministre de l'Intérieur demain. Ouais, non, pas l'actuel, son prédécesseur. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'à Jeunesse et Sport, il y a déjà des outils qui sont en place. Par exemple, le SNU pourrait être le lieu de l'instrumentalisation des mouvements de jeunesse. Et on pourrait revenir dans une phase de méritocratie du régime qui vise à remettre des francisques dans une période qui pourrait être proche, en expliquant que si certains jeunes ont été bien éduqués, ils sont finalement dans la droite ligne du régime, et de distinguer entre les méritants et les autres. Donc ça, on l'a déjà vu pendant le régime de Vichy, et notamment à travers l'instrumentalisation de la politique d'éducation populaire. Ouais, mais ça, j'y crois moins, parce que malgré tout, la société se laisse pas faire, quoi. Il y a des choses, je sais pas, peut-être que l'uniforme sera un test. Moi, ça m'a paru grotesque du début à la fin. Ça m'a paru grotesque du début à la fin, mais je sais pas, est-ce que les gens ont envie d'un uniforme? Est-ce que je sais pas, des enfants de 12 ans rêvent d'envie de porter un uniforme? Je suis pas tout à fait sûr. Le modèle américain, par exemple, où le jour où on remet les diplômes, on a tous le même uniforme. Enfin, il y a des, ouais, il y a des mécanismes. Ça, c'est des rites, c'est des cérémonies, c'est des corporatistes aussi. C'est un petit peu aussi corporatiste aussi. Oui. Alors, il y a une question là dans le chat. Ouais. Et en cas de doute, à qui peut-on faire vérifier la légalité d'un ordre? En théorie, le supérieur hiérarchique, ce que dit ensuite le référent déontologue, peut sans doute faire ça. En théorie, ils existent partout, il y a des listes. Ensuite, c'est le dispositif de l'alerte. En principe, l'ordre illégal doit être immédiatement référé au supérieur qui, dans sa grande sagesse, s'apercevra de son illégalité. Mais ensuite, c'est le dispositif de l'alerte. Il est sur le papier très protecteur. Ensuite. Mais l'ordre illégal, par définition, il vient d'un supérieur hiérarchique. C'est ça qui est compliqué. Il faut lui faire, il faut l'écrire. Il me semble que l'ordre est contraire. Il faut motiver de manière très précise. Quand les choses sont juridiquement motivées, le chimiste tient. D'abord, ça les oblige eux-mêmes à regarder le droit, ça peut pas leur faire de mal. Et ensuite, ça peut les embêter. On a une question encore. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de lanceur d'alerte. C'est une loi relativement nouvelle, enfin dans sa dernière mouture, en tout cas sous Hollande, je crois. Mais je pense qu'il y a des trous dans la raquette. C'est-à-dire que nous, par exemple, on doit avoir un référent lanceur d'alerte. Mmh. C'est-à-dire si ma hiérarchie ne veut pas traiter ma demande de publicisation, enfin de remédiation, puis sinon de publicisation. Parce que lanceur d'alerte, c'est, je crois, si j'ai bien compris, que c'était ça. C'est j'en réfère à ma hiérarchie, pour dire attention, là, il se passe quelque chose d'illégal, et si vous ne me répondez pas, j'ai le droit de publiciser l'affaire dans un journal ou je ne sais où. Alors, il y a, on doit, je termine, oui. Parce que c'est très pratique, en fait, ce que je veux dire. Et à défaut de la hiérarchie qui se positionne et qui dit non, on doit avoir un référent lanceur d'alerte. Et nous, je sais pas si on en a. En tout cas, je crois que c'est le référent déontologue qui est là. Dans 95% des cas, c'est le référent déontologue qui joue le rôle de référent lanceur d'alerte. Moi, je m'occupais de ça au ministère de la Culture. Il y avait une procédure très précise d'un envoi sous double enveloppe. Et puis maintenant, vous avez les lanceurs d'alerte internes et externes. Et l'externe, c'est le médiateur de l'éducation nationale. Syndicalement, on doit s'en faire le relais, du coup, par les temps qui courent. Cette personne, ah oui, bien sûr. C'est telle personne, vous la contactez par mail, par machin, par truc. La réglementation européenne est encore plus protectrice. Hein. Donc la France doit, en théorie, mais ça, vous pourriez peut-être demander à la Direction générale de la fonction publique, au niveau des centrales, de dire est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'il en est. Je veux dire, il n'est jamais nul n'est censé ignorer la loi. Si vous constatez ou vous demandez des formations
il y a des formations obligatoires, formation valeurs de la République. Donc les valeurs de la République ont été elles-mêmes très instrumentalisées, mais en tout cas, la déontologie et l'alerte, c'est des chapitres entiers. Je crois même que c'est un des premiers chapitres du Code général de la fonction publique. Le site de la CFDT Fonction publique, il y a des fiches bien faites là-dessus. Hein, sur certains ordres manifestement illégal, décision du Conseil d'État. Moi, j'aimerais que vous reveniez sur, parce qu'on entend beaucoup ça. Alors, vous l'avez un peu dit, mais j'aimerais que vous développiez plus. C'est la question de la neutralité de l'administration. C'est-à-dire de dire, finalement, le politique, c'est effectivement le gouvernement, et nous, les fonctionnaires, nous mettons en œuvre la loi d'un point de vue neutre. Et j'aimerais que vous reveniez là-dessus, parce que dans votre ouvrage sur servir l'État français, vous dites des choses en disant, finalement, non, la mise en œuvre, elle est politique. Elle n'est pas que neutre et technique. Non, elle n'est pas technique, elle est politique, mais le fonctionnaire a le droit de penser tout ce qu'il veut, il n'a pas le droit d'en dire grand-chose. C'est l'expression publique qui est interdite. C'est-à-dire, elle est interdite, elle est limitée. Alors, la jurisprudence, classiquement, examine les situations concrètes. C'est-à-dire, un préfet qui refuse d'appliquer des circulaires, là, il est nettement hors de son champ. On considère que, à la fois, par exemple, les délégués syndicaux sont évidemment très protégés, mais vous ne pouvez pas dire j'ai reçu l'ordre de appliquer, si dans ce cas, de créer des classes spéciales pour les enfants douteux, etc. Je ne le ferai pas. C'est un ordre scandaleux. C'est toujours pareil, on sera là dans du rapport de force, on ne signe pas de son nom, on ne se met pas d'emblée dans la position la plus fragile, la quantité de groupes, les GRAC, les GRIC, les GROC, les GRUP, qui signaient des choses, et c'était un secret de polichinelle, leur pseudonyme était un secret de polichinelle, mais ce n'était pas leur nom. Mais bon, a priori, le fonctionnaire qui reçoit un ordre, une instruction, n'a pas vocation à s'élever contre. Non. Publiquement. Voilà, oui, publiquement. Mais dans la mise en œuvre, on sait très bien que la mise en œuvre, selon voilà comment on le mettra en œuvre, on peut aussi. Voilà. Votre professionnalisme. On peut aussi le faire. Compte sur le professionnalisme. Et l'autre question qui est liée aussi à ça, et ce que Jeannette disait sur le fait qu'effectivement, ces dernières années, on a quand même eu des choses qui ont quand même bougé, c'est la question de la déloyauté. C'est-à-dire que il nous a été quand même renvoyé régulièrement quand effectivement on usait de la fonction d'alerte ou de la mise en œuvre d'un certain nombre, soit de circulaires, soit de dispositifs, etc., par rapport au terrain, de dire finalement vous êtes déloyal. Ça veut rien dire, c'est de l'intimidation. Voilà. Et la question de la déloyauté, c'est on est déloyal par rapport à qui? C'est-à-dire est-ce qu'on est déloyal vis-à-vis du ministre ou est-ce qu'on est déloyal vis-à-vis de son institution? Et la question quand même, on a été un certain nombre dans ce cas-là, ça nous a été quand même renvoyé. Alors même si c'est de l'intimidation, il faut aussi quand même donner des arguments aux collègues pour pouvoir répondre à ça. Je crois que le plus simple, c'est vraiment de rediffuser tout ce titre du statut général. Oui, je pense que le mot loyal figure, mais sans être, je suis pas sûr. Loyauté, je crois pas. Mais il faut pas non plus s'inventer des contraintes qui n'existent pas. Je crois qu'il y a des outils. Le plus simple serait vraiment, tant qu'il existe, évidemment, on peut aussi considérer que le statut n'est là que pour un temps très bref. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est facile à changer. On l'a bien vu avec la loi TFP. Moi, vraiment, je pensais pas que la suppression des CAP serait si facile à faire. Pour des motifs techniques, c'est très long, c'est très lent. Les agents attendent des jours, des mois, leur promotion, etc. Non, mais des séances de lecture, du Talmud, la Genèse, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il y a quelques membres du Conseil d'État qui savent faire ça assez bien, qui sont peut-être même d'ailleurs assez enclins à faire profiter plus largement de leur expérience. Vous voulez dire
Non, mais du ménage. Non, même gratuitement, je pense que ce grand corps de l'État est un peu inquiet. Oui, en tout cas, il y a certainement on y trouve des personnes, des gens qui sont en train de parler de ce qui nous agite aujourd'hui. Oui. En tout cas, c'est clair qu'on a eu plusieurs articles dans la presse qui font écho de ces interrogations des hauts fonctionnaires. Je crois que même d'ailleurs. Non, mais pas trop sur eux-mêmes, parce que là, c'était surtout des articles disant qu'est-ce qu'on va faire. Pour ces détails, il n'y a aucun souci. Je vois pas ce qu'ils peuvent faire d'autre que faire leur métier. Et d'ailleurs, apparemment, il y a beaucoup de fonctionnaires qui se renseignent pour revenir au Conseil d'État quand ils sont plus exposés. Dans les réflexions qui sont menées, on a aussi donc toute la réflexion menée par le collectif Nos Services Publics, un collectif assez intéressant, animé par des fonctionnaires engagés, on va dire, et notamment donc un de ses porte-parole, Arnaud Bontemps, a mis en évidence un fait que moi je trouve intéressant, qu'il faudrait aussi sans doute creuser, sur ce qui pouvait aussi être utilisé à partir du principe de responsabilité qui est défini dans le code de la fonction publique pour les fonctionnaires, qui dit que le fonctionnaire est finalement responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées, et que si on a une interprétation finalement citoyenne du rôle du fonctionnaire, ce principe de responsabilité peut aussi servir finalement de point d'appui à un engagement en fait du fonctionnaire sur les tâches qui lui sont confiées, et donc sur ce non possumus finalement que vous évoquiez, ou sur sa capacité aussi à réfléchir à comment l'exécuter ou ne pas l'exécuter justement. Après c'est effectivement. Oui, mais alors si on se dit que ça c'est un argument pour refuser de ne pas obéir, il faudrait véritablement, et en amont, il ne faut pas non plus placer des agents dans des situations impossibles. Il faudrait véritablement en amont une consultation juridique de haut niveau par des personnes qui savent faire du contentieux, en disant attention, responsable au sens du code de la fonction publique ne veut pas dire responsable au sens du petit Robert, et encore moins du code civil ou du serment sur la montagne. Je me sens responsable de ça. Ah oui, attendez, vous êtes responsable dans le cadre administratif. Bien sûr. Simplement, ça, c'est la phrase suivante doit être de dire que le fait que l'ordre a été ordonné par une autorité supérieure ne peut pas être utilisé pour se décharger de sa responsabilité. C'est fait pour les cas d'ordre manifestement illégaux, voire criminels. Mais on vous donnera assez peu, je vous l'ai dit tout à l'heure, on vous donnera assez peu d'ordre criminel à exécuter. Non, je crois qu'il faut aussi, malgré tout, pas envoyer les agents au casse-pipe. Tout à fait, pas les exposer. Et pas les exposer, tout à fait. Une chose est de faire des pétitions, machin, une autre est quand même le quotidien. Non, s'ils trouvent des gens compétents, et beaucoup, c'est compétent, ça veut dire qu'ils existaient. Par contre, si vous avez une liste de conseillers d'État un peu de gauche, on est preneur. Hein. Oui, il y en a plein. Ouais. Non, mais c'est vrai que bon, c'est simple, vous regardez dans les 2 ou 3 premières semaines ceux qui seront virés. D'abord, ils auront du temps. Ils sont permanents à la CGT. Ils auront du temps. Il y en a un qui est permanent à la CGT. Tant que non. Non, mais c'est vrai que ce sera nos meilleurs alliés, quoi. Des gens qui savent bien, oui. De juger le fonctionnement des services publics et de leurs agents. Même des profs de droit. Ouais, tout à fait. Merci à vous. Bien, écoutez, il nous reste à vous remercier en tout cas pour cette on est obligé d'aller au travail à 14h. Voilà, c'est ça. Un grand merci en tout cas donc pour votre intervention. Merci à tous pour votre présence. Merci aux très nombreuses personnes qui sont connectées. Et donc, écoutez, à très vite. À très vite, sans doute. Et donc, voilà, on essaiera aussi de maintenir ce cadre intersyndical pour la réflexion. Sur la suite, et surtout, il y a un deuxième tour. Il faut aller voter. Tout à fait. Ça n'est pas fini. Et faire en sorte qu'il y ait le moins d'élus possible. D'extrême droite. Ce serait clairement. Merci à vous. Merci à tous. Merci à vous. Merci, monsieur.